Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne du potager de pâtes en cette nouvelle année 2025. Donc nous sommes tout au début de l'année car nous sommes le 2 janvier et en fait je commence l'année avec cette première vidéo pour vous montrer ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire une petite serre de jardin modélisée sous SketchUp avec donc comme spécificité une ossature bois et des plaques polycarbonate. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous présenter cette modélisation que j'ai modélisée il y a déjà un certain temps dans l'esprit futur de fabriquer cette petite serre. Il se trouve que moi, pour l'instant, j'ai d'autres obligations, donc je n'ai pas le temps et je me suis dit que j'allais faire un petit cadeau à toutes les personnes qui suivent cette chaîne ou qui tomberaient via le référencement donc YouTube et autres moteurs de recherche sur cette vidéo. Donc je vais offrir le fichier SketchUp de cette modélisation 3D à toutes les personnes qui sont désireuses potentiellement de fabriquer elles-mêmes ce genre de structure et qui rechercheraient une base ou soit faire simplement un copier-coller en sachant que il y a des possibilités bien entendu d'adaptation. Le logiciel SketchUp est un logiciel professionnel que l'on peut télécharger et bénéficier d'une période d'évaluation de 30 jours. Alors ces 30 jours, ça permet normalement de pouvoir se familiariser donc au logiciel. Il existe un tas de tutos de toute façon sur les réseaux sociaux, mais comme là toute la structure est modélisée, en fait ça consiste tout simplement à une prise en main qui devrait être assez rapide. Là on va pas demander de faire de la modélisation, là c'est juste de la visualisation. Alors j'indiquerai plus tard dans la vidéo comment se procurer ce fichier SketchUp. Donc là on voit une petite structure donc qui fait 3 mètres sur 3 mètres environ, donc 9 mètres carrés. L'idée étant que je puisse un jour pouvoir construire cette petite structure pour pouvoir réaliser mes semis et aussi stocker pas mal de petits matériels que je commence à avoir qui m'encombrent dans mon abri de jardin. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je fais mes semis dans des box en intérieur. Ensuite, après, une fois que le semis est au stade du plantule, je transporte tout ça dans ma serre mobile après les étapes donc bien sûr de rempotage. Pour l'instant ça me convient parfaitement. Je vais continuer encore cette année de toute façon à procéder de cette façon, mais j'aimerais bien pouvoir, comme je vous disais, avoir un rangement, faire mes semis et puis j'aimerais bien aussi peut-être pouvoir cultiver des plantes en pot qu'il faut rentrer sous abri l'hiver, et ça pour l'instant je n'ai absolument rien. Alors donc cette petite structure fait 9 mètres carrés. Elle est habillée de plaques donc en polycarbonate avec les accessoires pour la fixation qu'on retrouve dans le commerce, mais on peut aussi tout simplement faire la structure à ossature bois et ensuite après venir poser sur cette structure ossature bois une bâche pour serre. Donc ça résistera quand même un petit peu moins longtemps, bien entendu, mais ça aura un coût un petit peu moins cher et ce sera peut-être plus facile aussi de mettre en œuvre ce genre de structure pour certaines personnes. Alors on a la structure en fait uniquement brute donne ceci. On est sur quelque chose de relativement facile à réaliser et notamment en fait moi je suis parti sur une empreinte pour les fondations des fondations légères. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais faire un déroulé. Donc vous voyez qu'il y a la table, mais en fait la table on peut aussi la supprimer.
c'est au choix. Soit on réserve cette structure, on se la réserve pour faire donc exactement comme ce que l'on ferait dans une serre tunnel, c'est-à-dire cultiver ses légumes en pleine terre, ou soit aussi éventuellement on peut mettre cette petite table qui peut très bien ne pas être du permanent, que l'on peut aussi enlever à un moment donné de l'année. Imaginons par exemple que l'on fasse tous ces semis sur ces petites tables qui permettent donc d'avoir une certaine hauteur, de récupérer donc aussi un peu de chaleur par le rayonnement bien entendu du soleil, et puis à un moment donné, une fois que tout est fait, on peut faire quelques plantations dans la serre, et pour cela il suffit d'enlever les tables. Alors on va donc commencer le montage virtuel en quelque sorte, avec des enchaînements, avec des étapes pour la réalisation. Alors pour pouvoir bénéficier de la gratuité du fichier, donc de le recevoir gratuitement, on va faire un petit jeu. Donc ce petit jeu va consister à noter précieusement les mots-clés que je vais indiquer donc à 3 endroits dans la vidéo. Donc ces mots-clés, je les donnerai au fur et à mesure du déroulé de la présentation. Quand vous aurez ces 3 mots-clés, ensuite je vous indiquerai comment me les communiquer. Le premier mot-clé est donc le nom d'une fleur, et il s'agit de la fleur Marguerite. À présent, qu'est-ce qu'on voit? On voit une simulation d'un terrain qu'on regarde avec une vue en plan, c'est-à-dire par le dessus. Alors sur ce terrain, il va nous permettre de recevoir notre petite serre. Alors au niveau implantation de la serre, en général on conseille de essayer de trouver une solution pour que la serre reçoive un petit peu d'ombrage l'après-midi. Là à proximité éventuellement d'un arbre qui puisse faire de l'ombre sans que les branches retombent au-dessus de la serre, parce que sinon on ne sait jamais, des branches peuvent se casser avec le vent, donc ça risque de la fragiliser. Et puis aussi, si on a la possibilité de la mettre à un endroit qui sera à l'abri des vents dominants, à la fois parce que c'est une structure légère, et puis aussi pour essayer de conserver au maximum la chaleur qu'il y aura dans la serre pendant la phase hivernale. Alors, on va faire ce qu'on appelle une implantation, c'est qu'on va tracer le périmètre d'implantation de la serre. Ça veut dire qu'on va devoir décaisser pour faire d'avoir une surface propre pour pouvoir venir y faire les fondations légères. Bon, le décaissement est un décaissement léger, juste histoire d'enlever toutes les herbes indésirables. On décaisse un petit peu plus que le périmètre de la serre, parce que ici on va pas faire une dalle béton dans cette démonstration, mais vous pourrez très bien, si vous le souhaitez, faire une dalle béton. C'est juste qu'en fait moi je me suis dit que finalement le béton c'est quand même beaucoup de travail, donc on aura un petit peu de béton parce qu'il faut quand même des fondations, mais on va faire des fondations isolées sur des petits plots béton, parce que c'est une structure qui est légère et qui n'a pas des descentes de charge, un poids extrêmement lourd, donc il pourra tout à fait reposer sur ce genre de petites fondations. Après, si on veut faire une fondation béton, c'est tout à fait possible, donc il faut décaisser, faire un coffrage et faire une dalle béton. L'avantage d'une dalle béton, c'est que c'est quand même beaucoup plus solide, et que la base est plus solide, et aussi c'est que ça va permettre d'avoir un petit peu plus d'inertie, dans le sens où quand la serre à mi-saison, quand on aura besoin de chaleur et que les nuits seront fraîches, donc imaginons que il fasse une belle journée avec des températures
autour de 10, 15 degrés. Dans la serre, il va faire beaucoup plus chaud. Donc en journée, ça va permettre de réchauffer toute la dalle béton. La dalle béton, donc, c'est un matériau qui a une forte densité, et ce qui fait qu'elle va conserver donc la chaleur. Elle va emmagasiner de la chaleur, et cette chaleur, elle va la redistribuer la nuit. Donc ça peut être très intéressant si jamais on a des nuits qui sont très très fraîches, comme ça, ça tamponne énormément du coup l'habitat de la serre. Donc là, on est en vue 3D, on va passer en vue 2D. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que j'agis sur les côtés, en haut, en bas, sur le logiciel. C'est pas la peine que je vous montre tout ça. Moi, je préfère que vous vous concentriez sur ce que je vous montre et pas sur le logiciel. Et on va faire ce qu'on appelle des fondations. On va faire donc du coup des fondations donc sur plot, béton. Alors, comment j'envisage ces fondations? Tout simplement des fondations légères qu'on peut réaliser à la terrière, ou soit à la bêche. Alors à la terrière, c'est quand même beaucoup plus confortable parce que on peut faire des trous beaucoup plus rapidement que à la bêche. Et puis à la bêche, faire des trous sur une profondeur environ de 50 cm, ça va nous demander de décaisser quand même beaucoup plus de terre. L'avantage avec une tarière, c'est qu'avec une tarière avec une mèche de 20 ou de 25 par exemple, on va pouvoir faire un trou facilement à 50-60 cm sans enlever énormément de terre. On aura juste donc un trou de ce diamètre, contrairement à une fondation avec des bêches où on va devoir davantage décaisser. Donc on peut, si on n'a pas de tarière, si on n'a pas la possibilité d'avoir un copain, un ami qui a une tarière, ou en louer une, c'est tout à fait possible. Si jamais on veut pas en louer une, dans ce cas-là, on peut le faire aussi à la bêche. Mais par contre, vous aurez des fondations qui seront plus lourdes, puisqu'il faudra apporter beaucoup plus de béton que peut-être nécessaire. En tout cas, moi, voilà, je suis parti sur des plots d'environ 20-25 cm de diamètre. Et vous voyez, ils sont donc au nombre de 6, et dans ces plots, donc une fois que les fonds de fouille, on aura creusé en fait le sol pour pouvoir couler le béton, on viendra y mettre en fait des connecteurs spécifiques. Alors quand on fait des trous à la terrière, il faut s'imaginer avoir à peu près ce résultat. Après, bien entendu, ça dépend de la nature du sol, mais ça fera forcément des fondations beaucoup plus propres, en fait des fonds de fouille beaucoup plus propres que si jamais vous devez le faire à la bêche. Et là, il va falloir donc, comme je vous disais, très certainement enlever beaucoup plus de terre. Alors moi, les fonds de fouille pour l'illustration, donc la modélisation, je les ai faits à quelques centimètres, mais raisonnablement. De toute façon, à chaque fois quand on fait des fondations, par rapport à sa région, il faut rechercher le hors-gel. Donc il faut que le bas de ces fondations soit hors-gel. Donc ça, à la profondeur, je vous invite à regarder ce qui se fait dans votre région, en sachant que c'est pas une maison que l'on construit, c'est vraiment une structure légère. Il y aura juste le poids du bois plus les plaques polycarbonate. Donc c'est pas ça qui va demander une portance aussi du sol très importante. Bien. À présent, j'ai donc réaffiché les fondations. Donc là, les fondations sont coulées. Et une fois que les fondations sont coulées, avant qu'elles ne sèchent, bien entendu, on va venir implanter nos supports métalliques qui vont nous permettre de recevoir la première partie de la structure bois. On va les mettre en place. Voilà, on va animer du coup de la 3D. Et voilà à quoi ça ressemble. Je fais un petit zoom. Donc ce sont des embases qui permettent de recevoir finalement les premiers éléments de la structure, et ensuite de venir, cette embase va venir s'ancrer en fait dans les fondations. Alors ça, c'est la partie très délicate, c'est-à-dire qu'il faut en fait bien respecter l'implantation donc de la fondation. C'est-à-dire que si on se remet avec une vue en plan, on va recentrer tout ça, on va agrandir et on va de nouveau mettre l'implantation.
avec une vue 2D, ce sera plus parlant. C'est la 3D, ça donne un petit peu de profondeur. On voit bien, voilà, que notre implantation, elle est bien dans l'axe des embases. Voilà, ça c'est important, il faut vraiment que ça arrive dans l'axe. Après, c'est important si jamais vous veniez à refaire exactement la même chose. Sachez de toute façon que si jamais il y a des petits décalages, que vous pourrez toujours les rattraper. Mais par contre, il faudra bien en tenir compte avant de découper tous vos bois. Voilà, avec une simple recherche Google, voilà ce que je trouve rapidement. Donc vous voyez en image, il y a déjà différents prix. Donc il existe, je sais aussi, des embases différentes, bien entendu. Celle-ci me semble assez pratique par rapport au travail que l'on a à faire. Donc il faut bien vérifier, bien entendu, que cette largeur ici permet d'accueillir nos madriers, nos premiers éléments de structure. Donc nous, il nous faut au moins ici du 70. Et la longueur, là, ici de la tige, vous voyez, qui est crantée, pour permettre de mieux s'armer en fait dans les fondations. Je pourrais pas vous donner la longueur parce que là j'ai pas la documentation technique, mais ça doit bien faire entre facile 30 cm normalement. Avant de monter les premiers éléments de structure, une fois qu'on a coulé les fondations, on va attendre un certain temps pour que le béton soit vraiment sec, parce que vous avez vu que l'embase, les pieds de poteau, ce type de pied a une tige, et cette tige elle a des ancrages torsadés, et il faudrait pas que, si jamais le béton n'est pas suffisamment sec, on vient déjà positionner les éléments de la structure, et au risque finalement de provoquer du jeu en voulant faire des ajustements, et à terme, forcément, si on provoque du jeu, on fragilise les fondations. Alors le temps de séchage, lui, il sera en fonction, bien entendu, des conditions climatiques. Plus il fait chaud, plus ça va sécher rapidement. La nature du sol aussi. Le sol si le sol est sec, il aura tendance à boire l'eau qui est dans les fondations, dans le béton, par capillarité. Alors ce qu'on peut faire, si jamais il fait vraiment très très chaud, si on veut laisser le béton prendre son temps pour bien sécher, il suffit simplement de couvrir en fait les fondations. Vous pouvez faire ça avec tout simplement des sacs poubelles que vous dédoublez et que vous empalez en fait directement sur les embases, avec un petit recouvrement et des pierres dans chaque coin du sac poubelle, et comme ça vous allez positionner votre sac, et ça va empêcher l'évaporation, exactement comme on fait en fait quand on pose des bâches pour le potager. On garde l'humidité en fait dans le sol. Et de fait, s'il fait vraiment très très chaud, vos fondations vont vraiment prendre le temps de sécher correctement, et votre béton ne risque pas de fissurer. Nous, ce qu'on veut, en fait, comme on est sur des fondations assez basiques, on veut surtout pas de fissures qui viendraient en fait fendre le plot et réduire la résistance mécanique en fait des embases. Les embases étant maintenant posé, bien réglé, parce qu'on a vu qu'il fallait respecter le périmètre, mais il faut aussi respecter une certaine hauteur, donc hauteur à déterminer. En fait, on va prendre pour principe que au minimum ici, ce serait bien d'avoir entre 5 et 10 cm. On peut descendre beaucoup plus bas si on utilise des bois qui sont traités par autoclave, c'est-à-dire par exemple des bois comme on peut acheter pour faire des piquets, des poteaux comme on peut trouver aussi pour faire de la clôture. Donc ça, c'est du traitement autoclave, donc ce sont des bois qui ont été traités pour résister aux attaques de champignons et aux insectes xylophages. Vous pouvez utiliser ce genre de bois, ça coûtera beaucoup plus cher.
il n'y a pas vraiment une nécessité absolue, puisque de toute façon, les bois seront à l'abri donc des intempéries. Par contre, ils seront quand même à l'intérieur, donc à nu à l'intérieur donc de la serre. Donc, ce qu'il faudrait en fait veiller, faire attention, c'est lors des arrosages, éviter donc de tout le temps humidifier en permanence les bois. Alors, ils sécheront, mais petit à petit, tout ce qui va être aboutage, donc pièces de bois jointées entre elles, petit à petit, comme on est sur ce qu'on appelle des bois de boue, donc c'est le bout du bois, donc la fibre pompe énormément l'eau à ce niveau-là, et comme en fait on est à plaquer bois contre bois, eh bien il n'y a plus d'air qui circule et ça peut en fait créer du pourrissement. Voilà. Petite précaution, ne pas arroser à grande eau non plus tous ces bois de structure après, s'ils sont en fait en classe d'emploi 2, ce que l'on utilise couramment pour faire en fait de la charpente. Maintenant, on va venir implanter ces premiers éléments de structure qui sont des madriers. Donc les madriers sont implantés. Donc la section des madriers, section courante des madriers, ça va être 75 d'épaisseur sur 225 de hauteur. Donc l'épaisseur ici, la hauteur ici. Alors couramment dans le commerce, les embasses, ça va être des embasses de 70. Donc, comme on a des madriers de 75, on va pas pouvoir les rentrer en force. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir faire un petit décaissé ici, qu'on peut voir par exemple, comme ceci. Au niveau donc de petit décaissé, moi ce que je vous conseille, si jamais vous réalisez ce genre de structure, c'est de ne pas faire un ajustement très précis du décaissé, mais de bien être plus large, de sorte à ce que le madrier puisse coulisser, parce qu'il va falloir en fait régler l'équerrage pour être sûr et certain qu'on a bien un carré ou un rectangle parfait. Alors comment on fait ça? Donc on va se projeter avec une vue en plan, on va faire un petit recadrage et un zoom. Alors on va donc vérifier que les diagonales sont identiques, c'est-à-dire que si je prends en fait une cotation ici, je démarre d'ici et je vais ici, je suis à 4065,2 mm. Alors je suis en millimètres, hein, je suis un peu vicieux, hein, parce que la décimale au niveau des millimètres, il faut vraiment la chercher. Hein. Donc 4065,2 ici, et là je suis à 4065,2 également. Donc là, je suis parfait. C'est vraiment nickel. Ce qui fait que j'ai vraiment un carré parfait. Quand les deux diagonales sont identiques, on a un carré ou un rectangle parfait. Donc il faut alors ça c'est au théorème de Pythagore. Hein. Je vais pas m'étendre là-dessus. Hein. Ça fera une vidéo beaucoup trop longue. Déjà, je pense que ça va être quand même assez long. Donc, une fois qu'on a ces deux madriers qui sont bien positionnés, donc avec les diagonales identiques, on va donc pouvoir mettre les autres madriers qui, eux, en fait, vont suivre, tout simplement. Voilà. Alors, la fixation ici. Alors, on va pas pouvoir fixer par le dessus. On pourrait fixer par le dessus pour ceux qui veulent. Hein. Vous pouvez mettre de la tige filetée. Donc du coup c'est possible, ça veut dire qu'il faut donc percer les madriers par le dessus, venir y mettre de la tige filetée avec rondelle plus boulon, donc à chaque extrémité, et serré. Alors par contre ici, comme on va venir mettre des bois de structure par dessus, si on met rondelle plus boulon, ça va nous gêner. Donc il va falloir créer ce qu'on appelle une chapelle. Donc pour venir noyer ces éléments à l'intérieur. Ici on est en dessous, c'est pas la peine. Autrement, plus facile, pour ceux qui veulent moins s'embêter, c'est qu'on va venir fixer cette partie-là, à cette partie-là. Je vais mettre la flèche, ça sera plus parlant. Voilà. Ici, on va venir fixer ici, dans l'axe médian, en fait, on va prendre l'axe médian, donc si on est à 75, on est à 37,5, et on va venir fixer. Donc on va venir fixer ça avec de la vis ou du tire-fond. Donc si on prend de la vis, on va prendre
du 6, de la 660. On est sur des boîtes 75, donc on va prendre de la 660, donc à filetage partiel et à tête large. Donc pas à tête fraisée, il faut pas que la tête rentre dans le bois, il faut que la tête soit bloquée. Il faut que la vis soit bloquée en fait par la tête et qu'elle ne pénètre pas dans le bois. C'est des détails de construction, mais bon, c'est un peu mieux de le faire comme ça. Si vous en avez pas, vous en avez pas. On fait toujours rentrer de toute façon un tout petit peu la tête de toute façon pour la noyer et la mettre en surfaçage vraiment, donc en effleurement, donc du bois. Donc 2 vis au moins ici, de 160 et 2 vis ici sur cette partie-là. Donc les vis de cette partie-là vont venir se lier à cette partie et les vis sur cette partie vont venir se lier à cette partie. Et on fait ça en fait pour les 4 angles. Bien entendu, il faut avoir réalisé en amont donc les découpes. Donc là, on est à mi-bois. Donc, c'est-à-dire, si on a un madrier donc de 225, on va coter. Ici, on est à 112,5. Vous voyez, je vais poser cette ligne, je vais mettre celle-ci, je vais mesurer là maintenant, on est à 112,5. Donc, on est à mi-bois. Et là, bien entendu, l'assise, elle est de la profondeur du madrier. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc on va quand même bien vérifier, du coup, encore une fois ces diagonales pour être sûr et certain que tout va bien. Une fois les diagonales vérifiées, toutes les fixations réalisées pour lier les madriers entre eux a été faite, et bien on va s'occuper de la fixation maintenant des madriers aux embases. Pour cela, alors on va utiliser de la visserie. Alors déjà un petit retour. La visserie filetage partiel. Voilà ce que c'est. Donc ça c'est du filetage partiel avec une tête fraisée. Ensuite, on va avoir le filetage partiel avec une tête large. Et là, les madriers, ah zut, petit raté. Et là, les madriers, on va venir donc les fixer sur l'embase avec des pointes C et NA. Donc pointe C et NA, donc c'est de la pointe qui résiste au cisaillement, très crantée, donc pour résister aussi à l'arrachement, ou soit donc de la vis CSA. C'est pareil, ce sont des vis structurelles. Donc c'est important parce que c'est quand même ça qui permet de solidifier finalement les premiers éléments de structure, et bien aux embases et aux fondations. Voilà, donc la vis CSA est beaucoup plus chère. Donc c'est des vis qui résistent. Ne mettez pas de la petite vis que vous allez acheter chez votre magasin en grande surface de bricolage préféré pour par exemple fixer des bois entre eux en intérieur. Il faut qu'on ait quelque chose qui soit un petit peu plus costaud quand même à ce niveau-là. Bon, alors là, ça c'est fait, on est bon ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va venir positionner nos premiers éléments donc de structure. Ça va donc être notre premier mur de façade. Voilà, on est sur la façade, donc la façade principale. Alors ici, on voit que la porte en fait est ouverte. L'ouverture, ce qu'on pourrait appeler un chevêtre, en fait, est ouvert. Alors que normalement, quand vous allez le construire, vous allez pas, il sera pas ouvert en fait, parce que si vous l'ouvrez comme ça, vous aurez un mur qui sera pas rigide. Donc en général, ce qu'on fait, voilà, c'est qu'on vient en fait mettre une grande barre comme ça. On fait son mur avec une grande barre, comme ceci. Et ensuite, une fois que tout est construit, qu'est-ce qu'on fait? On vient la couper, l'acier tout simplement, une fois que c'est fixé. Une fois que c'est fixé, c'est stable. Donc là, il va falloir fabriquer ce mur. Donc avant de le lever. Donc si vous avez donc le logiciel SketchUp et le plan, pardon, je vais y arriver, la modélisation, et vous pouvez en fait coter les éléments. Vous savez que vous devez découper à telle longueur. Donc là, il y a des angles, donc il faut tenir compte des angles, bien entendu. Mais là, par exemple, ici, vous savez que, par exemple, celui-ci, on va prendre une cotation, ce sera plus simple. Hop.
celui-ci, il faut le couper à telle hauteur. Celui-ci, encore une autre hauteur, hop, voilà. Et là, par exemple, voilà. Et puis, par exemple, encore une cotation, et ben voilà celui-ci. Vous pouvez bien sûr, ça je ne peux pas montrer pour les madriers, mais on peut faire la même chose pour les madriers. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire avec le logiciel. Comme ça vous permet de savoir exactement comment vous allez positionner tous ces éléments donc pour constituer votre premier mur. Alors tout ça, on va fixer tout ça avec de la vis donc à filetage partiel et à tête fraisée. Donc on va prendre de la 6 100 mm. De la 600, on est sur des bois donc de 50 d'épaisseur, ce sont des chevrons en 50-70, donc et bien du coup on va prendre au minimum de la 600, donc 100 parce que il faut que la vis fasse au moins 2 fois l'épaisseur donc des pièces de bois. Alors ici on visse un peu et la vis aurait besoin d'un petit peu plus de profondeur, mais si vous prenez de la 600, ça va, ça passe. Vous noyez un tout petit peu plus la tête, mais sans enfoncer la tête de plusieurs centimètres. Attention, parce qu'on fragilise en fait les bois. Ici, il y a ce qu'on appelle des entretoises. Donc ça, les entretoises, c'est pareil, vous pouvez coter pour voir à quelle hauteur on les met. Après, vous pouvez les déplacer un peu, c'est pas méchant. Hein. C'est juste pour rigidifier un peu l'ensemble du mur. Ici, on a la grille d'aération. Donc là, voilà, la grille d'aération, hein, c'est un cadre avec des planches. Donc vous pouvez prendre des planches, par exemple de la planche de coffrage, hein, tout simplement, et vous faites une grille donc d'aération, comme ceci. Vous pouvez peut-être aussi laisser ouvert si vous le souhaitez. Moi, j'ai fait ça parce que ça limite davantage la pénétration de la flotte. Mais là, on est sur la hauteur. Il y a un petit dépassement de toute façon de toit. Donc, normalement, la pluie ne devrait pas rentrer à l'intérieur. Mais bon, voilà, j'ai fait ça en bas. Donc, j'ai fait la même chose pour le haut. Donc là, comme on dit dans notre jargon de construction, le mur est levé et à présent il va falloir donc le fixer le mur sur donc les madriers. Alors là on va aussi partir sur de la vis à filetage donc partiel au minimum de la 600 en longueur et on va mettre des têtes en fait des têtes plates et on va partir sur de la vis à chaque extrémité. Systématiquement, dès qu'il y a un montant, on met de la vis à chaque extrémité et après on va faire une fixation en quinconce, donc tous les 25 à 30 cm. Voilà, et c'est suffisant, c'est pas la peine de faire plus. Plus ça risque davantage de fragiliser le bois, donc systématiquement à chaque montant une vis donc sur les extrémités et après une répartition en quinconce, donc en biais, tous les 25-30 cm. Donc le mur étant levé, le premier mur, eh bien on va s'attaquer au mur suivant, toujours avec le même principe. Hein. Donc bien entendu, les murs sont déjà fabriqués. Là maintenant, on voit plus que l'étape en fait est bien de levage. Donc là, on a aussi, c'est pareil, nos petites grilles de ventilation en partie basse. Alors ces grilles de ventilation, vous pouvez en faire 2, vous pouvez en faire une, vous pouvez en faire 3, en rajouter une après ici en bas. Ce qui peut être intéressant, c'est que finalement après, avec une simple planche, avec un système d'accroche, donc vous prenez une petite planche très fine en 5 mm en contreplaqué, quand vous avez besoin de fermer les grilles d'aération, vous pouvez les fermer en bas. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, hein, bien sûr, pour éviter les intrusions, mettre un voile avec un maillage assez fin pour éviter que les insectes ne rentrent de trop. Après, bon, peut-être que vous voulez aussi faire rentrer des insectes, c'est tout à fait possible, mais quand les insectes rentrent, il faut qu'ils puissent aussi sortir, parce qu'il peut faire chaud en fait là-dedans. Donc pensez-y quand même, malgré tout. Après, si vous avez besoin d'avoir de la fécondation, les insectes sont aussi nécessaires. Donc, il faut trouver le bon compromis. Donc là, on voit qu'il y a un aboutage en fait des bois. Donc là, il va falloir fixer aussi sur cette partie-là.
Donc même principe. Donc là, on va venir fixer. On ne fixe pas trop bas hein, pour éviter de retomber dans les vis hein, qui ont permis de lier la lisse basse au montant. Et on va fixer un petit peu plus haut. Donc, et on va aussi la même façon. Donc une vis en fait à chaque extrémité. Et ensuite, eh bien, on fixe donc en quinconce tous les 25 à 30 cm. Si ces éléments-là gênent au moment de la fixation, ce qui est fort possible parce que là il n'y a pas un espace très important, eh bien on peut tout simplement les mettre après, c'est pas un problème. On peut très bien fixer cette partie-là, mais après, eh bien tous ces éléments-là, du coup, on les enlève. Comme ça nous gêne pas et on fixe tranquillement. Après, c'est simple, il suffit tout simplement de le faire après. On fait cet assemblage après, on assemble déjà ces montants là, donc aux planches, et après il faut fixer par le dessus. Ici, là bien entendu, on peut plus fixer par le dessus. Donc ce qu'on va faire, on va faire une fixation lardée, c'est-à-dire qu'on vient fixer en biais. On fait un avant-trou avant avec une mèche à bois et après on vient fixer en biais, comme ça permet de noyer donc la tête fraisée dans le bois. C'est pas structurel, c'est juste des montants pour tenir les éléments de ventilation, ça tiendra largement. Voilà, on fait ça, on fait ces montages et bien donc pour tous les murs, petit à petit, on monte tout ça. Donc là on va monter la troisième façade, même mode opératoire. Et puis là, on monte la quatrième façade. Voilà, ça commence à prendre forme, vous voyez. Hein. Une fois que tout ça est fait, eh bien, il va falloir s'attaquer à la partie charpente. Et ce qu'on peut peut-être faire aussi, c'est par exemple veiller à ce que l'aplomb des murs soit correct. Bon, certes, c'est juste une petite serre, mais quand même, il faut veiller à ce que l'aplomb soit correct. Donc si jamais vous avez un mur qui part complètement vers l'extérieur, il va falloir le ramener. Donc pour ça, on s'aide d'un morceau de bois qu'on va venir fixer sur cette partie-là, qui va nous servir d'écharpe avec une autre partie de bois fixée dans le sol, donc comme un pieu, et on va faire ce qu'on appelle une écharpe de contreventement. Ça va permettre de rigidifier cette partie-là, la maintenir en fait en place, et on pousse ou on tire et on fixe, et après donc du coup ça permet bien de régler, de faire les ajustements. Ouais, mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème d'aplomb majeur. Hein. Voilà, donc là, allez, on arrête de tourner, ça va nous donner le tournis et on va venir s'occuper de la mise en place des fermettes. Petites fermettes, donc voilà, on fabrique des petites fermettes qu'on fabrique comme les murs, on fabrique tout ça à plat, hein, de préférence sur une surface plane, et puis on fabrique ces petites fermettes. Donc là c'est pareil, avec le logiciel vous pourrez coter, hein, et on vient faire tenir l'ensemble avec des petites plaques métalliques perforées qu'on va fixer, tout ça avec des pointes en fait CNA. Ici au niveau donc de la partie, cette pièce de bois qui s'appelle l'arbalétrier, on va venir la fixer sur la lisse haute du mur. Donc ça, deux solutions. La solution la plus qualitative serait de mettre des équerres ici, par exemple des équerres de 70 sur 70, donc une de chaque côté si on veut prendre les pièces de bois donc en sandwich. Ou soit la solution moins quali, c'est de venir fixer directement par le dessus. Hein, alors vous prenez bien sûr de la vis avec une longueur suffisante, et là vous allez prendre de la vis à filetage partiel. On utilise toujours de la vis à filetage partiel et à tête fraisée. Donc là on est sur du 70, il faut facile, vous pouvez partir sur la 140 peut-être, la vis de 140. Donc là, l'emplacement des petites fermettes, c'est juste au droit en fait des montants. Donc là, l'emplacement est assez facile à visualiser. Ensuite, on va mettre ce qu'on appelle des lisses filantes, c'est-à-dire que pour maintenir les fermettes bien à l'aplomb, on va mettre des pièces de bois. Alors là, ces pièces de bois, moi j'ai pris du chevron.
pour l'illustration, c'est vraiment très très fort. Vous pouvez simplement prendre du litho en 27-38 ou en 28-40, ça fera largement l'affaire. Et ça, bien entendu, on vient fixer les éléments. Et bien là, on fixe donc sur le cadre, et là, on vient fixer sur le petit entrée retroussé. Voilà, avec de la vis, pareil. Donc là, nos petites fermettes sont posées. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à poser la petite échelle de toit. Alors la petite échelle de toit, c'est totalement facultatif parce que c'est juste pour avoir une petite avancée de toit pour protéger. Voilà, donc ça donne un petit côté esthétique aussi. Donc l'échelle de toit, c'est pareil. Donc là, on est sur des chevrons avec des petits bouts de bois là qu'on vient fixer entre eux. Et donc du coup, ça nous permet de nous faire une petite avancée de toit. Vous voyez, vous comprenez le principe. Alors, et une fois que tout ça est réalisé, on va pouvoir venir mettre nos plaques de polycarbonate. Alors, ce qu'on pourrait voir peut-être avant, c'est, vous voyez ici, là, on a un espace, hein, donc du coup, on a une sorte de vide. Alors là, le gazon est en retrait, mais on peut l'avancer un peu plus, hein. Bien entendu, ça c'était le décaissé initial, mais on peut venir y mettre, éventuellement, moi je suis parti sur cette idée-là, c'est que je suis venu mettre une arase. Donc en bas pour éviter en fait un peu d'intrusion, en sachant que avec la porte, de toute façon, il y aura forcément de l'intrusion. Ça c'est sûr et certain, on va pas empêcher les rongeurs de rentrer, mais ça, ce que j'ai mis ici là, c'est en fait ce qu'on utilise pour les barrières anti-rhizome pour les bambous. C'est du PVC qui se vend en rouleau, qui est assez épais, assez rigide, ce qui fait que finalement on peut venir le fixer ici avec des pointes donc galvanisées avec une tête large, et puis en même temps on l'enterre dans le sol et on vient remettre de la terre, ce qui fait que ça permet donc d'éviter les intrusions sur toute la périphérie, et puis ça permet aussi d'éviter quand il fait très froid de surventiler en fait aussi tout simplement. Donc ici je vais remettre mon morceau de bois. J'ai fait une mauvaise manip. Hop. Je vais remettre mon morceau de bois donc à sa position initiale. On fait réapparaître l'autre. Voilà, donc les murs sont fixés, donc du coup je peux venir couper. Après ici, on va pouvoir aussi venir fixer sa porte. Mettre sa porte, très important une porte. Alors la porte, on peut avoir deux portes de chaque côté hein, si on veut une surventilation, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Donc là, voilà, c'est une porte avec ses ferrures, et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis des équerres pour renforcer en fait la porte, donc en haut et en bas. Après, pour renforcer aussi la porte, il y a aussi donc des écharpes qui viennent se mettre pour éviter que la porte ne se déforme et finisse donc par être trop déformée et empêcher l'ouverture et la fermeture. Ces petites écharpes, si vous êtes dans une région avec des vents très violents, vous pouvez venir les mettre aussi à l'intérieur de l'ossature. Comme ça, ça va permettre de contreventer la structure. Les plaques en polycarbonate vont contreventer la structure, mais si jamais la serre est trop exposée, les vents sont vraiment trop forts, il faut absolument avoir du contreventement pour la structure en bois. Donc là, on vient mettre ce genre de petites écharpes à l'intérieur de la structure. Ça, c'est très important. Et si jamais vous mettez pas des écharpes, vous pouvez éventuellement, à l'intérieur venir y mettre en fait ce qu'on appelle des bracons.
Donc c'est pareil, c'est des écharpes qui vont venir, mais en affleurement, pas à l'intérieur donc du coup de la structure bois, ça va venir en affleurement. Et ces bracons, par exemple, ça peut être donc une barre, un fer plat assez rigide, hein, qui sera fixé en haut sur la partie intermédiaire l'entretoise et en bas aussi. Et ça va permettre de contreventer la structure. Si jamais le vent pousse trop fort, il ne faut pas que la structure puisse se déformer. Donc là, c'est vraiment en fonction de votre situation géographique, comment vous avez pu implanter cette serre à proximité d'une haie qui va briser en fait, qui va casser les vents dominants. Ça, c'est vraiment à vous de voir à ce niveau. Voilà, moi je sais son emplacement, il est à peu près prévu pour moi, donc je sais que j'ai pas trop besoin de ces renforts. Normalement, avec les plaques en polycarbonate, ça devrait le faire. Bon, une fois que tout ça est réalisé, eh bien ici, vous pouvez éventuellement ramener votre terre. Si vous ramenez votre terre, comme ça vous fait une finition un petit peu plus propre, quelque chose qui vient vraiment en fait en butée. Hop. Voilà, comme ça on a la finition qui va bien. On peut venir passer la tondeuse autour. Bon, il n'y a pas de problème. Alors là maintenant on va venir mettre nos plaques donc en polycarbonate. Hein. Donc ça, je vous avoue, très franchement, ne l'avoir encore jamais fait. Donc c'est vraiment de l'extrapolation. Mais bon, c'est simple. Hein. Donc moi je suis parti sur de la plaque de 98 donc de largeur et sur de l'épaisseur de la 16 mm. Avant de mettre les plaques, voir les plaques, on a ces éléments en fait dont j'ai perdu le nom. Qui sont comme des rails, des profils en fait, qui permettent l'emboîtement des plaques. Voyons voir cela de plus près, si j'enlève ça. Voilà. Hop. Et dedans on vient, et dedans voilà on vient mettre en fait les plaques. Alors peut-être qu'il peut être plus aisé de mettre les plaques avant de mettre la charpente, c'est possible. Normalement cette partie là, alors ça pour que je vous explique, c'est scindé en deux. Ici en fait sur cette partie là par exemple, ici les parties sont coupées, donc il y a une partie femelle, il y a une partie mâle, donc on positionne cette première partie qu'on fixe en fait dans l'élément de structure, on positionne, on met ses plaques, et une fois qu'on a mis ces plaques, on vient clipser donc la deuxième partie qui fait le recouvrement. Après il y a d'autres éléments aussi à apporter sur les parties hautes et sur les parties basses. Donc là je vous laisse voir ça auprès de la documentation technique des fabricants, hein. Ce sera sans doute beaucoup plus détaillé que ce que je pourrais vous donner ici comme renseignement. Moi, ma spécificité, mon job, c'est la structure bois. Hein. Après, sur ce genre de produit, bon, je suis pas un spécialiste, mais comme je vous dis, c'est quand même relativement super simple. Hein. Donc, il y a des profils, donc des doubles profils au niveau des jonctions, et il y a des profils simples au niveau des terminaisons, donc des finitions. Et après, là-haut, finalement, c'est le même principe. Là vient le moment de vous donner le deuxième le deuxième code en fait, et qui va être butternut. Donc je répète, butternut. Que je vous dise aussi avant d'attaquer la mise en place des plaques de toit, c'est que les échelles de toit, on va les fixer sur les murs avec des vis, hein, toujours pareil, affûtage partiel. Et là, on va utiliser de la vis. Alors que je dise pas de bêtises, là on est sur 50, là on est sur 70, donc il faudrait au moins de la vis 210. Et puis c'est pareil, vous mettez une vis tous les 30 cm, ça ira bien. Ici, on fixe aussi avec de la vis. Là, on est sur 50, donc de la vis 200. Donc le déport, il est vraiment pas énorme. Il doit faire une vingtaine de centimètres. Donc finalement, sauf si vous avez des charges de neige extrêmement importantes, normalement, ça devrait ne pas bouger.
c'est une structure qui sera suffisamment solide, il n'y a pas trop de soucis à avoir. Mais comme je vous dis, tout ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc là à présent on va pouvoir ajouter les plaques au niveau donc des plaques polycarbonate au niveau donc de la toiture. C'est le même principe que pour les murs, tout simplement. Exactement la même chose, vous voyez, c'est les mêmes profils. Tout ça, ça vient s'emboîter, ça se fixe sur la partie où il y a les petites fermettes arbarres l'étrier, sur les avancées de toit, les chevrons. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est quand on fixe ici, là par exemple, il ne faut pas venir prendre un appui trop fort, bien entendu. Hein. Vous avez compris, c'est des parties qui sont quand même un peu délicates. Ça tiendra, il n'y a pas de souci, mais voilà, il ne faut pas venir s'asseoir dessus. Hein. Donc ça c'est le même principe, donc du coup là il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Alors ici on a le fêtage, donc forcément là-haut il y a l'appui qui va rentrer, donc il faut trouver une solution. Donc là ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre un pliage. Donc on va mettre un pliage, quelque chose, un pliage en alu. Donc c'est à mon avis c'est ce qui sera le plus simple. Ça vient se fixer sur le rail. Alors voir après s'il y a une possibilité de fixer avec des vis. Faut pas que ça crée une infiltration d'eau après. C'est à voir. Donc la fixation à déterminer. Après ça c'est quelque chose qui est pas forcément obligatoire. Hein. Je vais vous montrer en fait. C'est-à-dire que on peut s'en passer dans le sens où finalement on va enlever les ferrures. Voilà, j'ai enlevé toutes les ferrures. Donc en fait, j'appelle ça des ferrures, des profils. Hein, excusez-moi, je n'ai pas encore le bon vocabulaire là-dessus. Alors ce qu'on peut faire, c'est que on peut imaginer quelque chose qui pourrait servir en même temps de ventilation en fêtage, parce que vous savez que la chaleur monte, et la chaleur dans une serre, elle se trouve vraiment en fait concentrée sur la hauteur. Donc on a ici donc des grilles de ventilation qui vont s'opposer. Donc normalement ça devrait faire un brassage, mais si c'est pas suffisant, on peut éventuellement faire quelque chose, c'est-à-dire que on peut donc comment vous dire, oui, il faut d'abord il faut orienter sa structure par rapport au vent dominant. C'est-à-dire, par exemple, prenons un exemple. Moi, je suis donc dans le sud-ouest, j'ai des vents dominants qui viennent à l'ouest. Donc, si l'ouest est ici, donc je vais avoir des vents dominants, ce qui veut dire que quand il va pleuvoir, la pluie va tomber comme ceci. Voilà, elle va tomber comme ci. Elle tombe rarement du côté est, la pluie. Vous voyez, chez moi, c'est vraiment très très rare. Alors, ce qu'on peut faire, et ça se faisait aussi avec des couvertures en ardoise. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, si on se dit, tiens, en même temps, je vais créer une surventilation. Donc on peut baisser ce niveau, donc on peut diminuer donc la longueur des plaques. On va enlever par exemple 50 mm. Donc ça, je vais faire ça pour l'illustration sur toutes les plaques. Alors vous voyez ici, j'ai fait un retrait donc de 50 mm, ce qui va permettre à l'air de s'échapper par le fêtage. Et puis ici, ce que je vais faire finalement, c'est que je vais créer un rallongement au moins d'une bonne vingtaine de centimètres, voire peut-être même un peu plus. 20 cm, ça me paraît pas mal. C'est même non, j'exagère, c'est même un petit peu trop. Mais enfin, bon, je vous le montre pour l'illustration. Comme ça, vous aurez un visuel de ce que je veux vous montrer. J'ai rallongé partout de 20 cm. On voit effectivement que c'est quand même beaucoup. Donc on peut descendre, à mon avis, en dessous. Mais vous avez compris l'idée. On peut tout simplement faire dépasser les plaques qui vont se trouver là où il y a les vents en fait dominants, sur la façade des vents dominants. On peut faire dépasser les plaques et du coup ça prolonge cette partie du rampant, et si les vents dominants arrivent de ce côté-ci, et bien finalement la pluie ne pourra pas pénétrer. Et bien entendu, si on fait ça, il faut aussi
rallonger nos rails. Donc ça, on peut les rallonger pour que ça vienne en fait jusqu'au bout. Donc là, je vous fais juste une petite démo comme ça. Hop, voilà. Ce qui fait, ça arriverait comme ceci. Voilà, ça apporte en plus de la rigidité. Idem pour cette partie-là. Bon, à voir. C'est quelque chose en tout cas, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et ça permet du coup d'avoir une ventilation de faîtage. Après, si on a cette ventilation de faîtage, ça veut dire que quand on n'a pas besoin d'avoir autant de ventilation, il faut trouver un système pour fermer cette partie-là, ce qui risque peut-être d'être un petit peu compliqué et ça peut être effectivement à ce niveau-là le facteur limitant, donc peut-être beaucoup plus simple de partir tout simplement avec une bande soit de zinc, une plaque de zinc ou soit une plaque d'alu que vous faites plier chez le fournisseur et puis que vous fixez après directement sur les profils. Donc voir avec le fabricant de profil, de plaques de polycarbonate fabricant qui vend aussi les accessoires, si cette configuration de fixation est possible. Je pense que ça doit l'être, à mon avis, c'est tout à fait possible. Donc ce qu'il faut peut-être par précaution, c'est que quand on a fait nos trous, nos avant-trous, admettons, même si on prend de la vis auto-perforante, on fait un avant-trou et dans cet avant-trou, on vient y mettre un joint en PU40 qui résistera aux intempéries et qui en même temps, quand on va visser, va prendre le pas de la vis et va venir faire l'étanchéité. C'est une possibilité. Bon, après, ce qui reste à faire, c'est un petit habillage pour faire des finitions, donc avec les planches de rive, voilà, qu'on va animer ici. Donc on peut ici venir y fixer ces gouttières pour faire toute la récupération d'eau de pluie. Donc après, on a la table aussi qui peut venir aussi. Donc là, je vais enlever l'habillage des murs pour mieux visualiser. Donc on a la table. Donc moi je l'ai vu comme ça, cette table. Je me suis dit tiens, si je devais avoir une table, je verrais bien ce genre de choses. Donc une forme de U en fait. Et puis je me suis dit, est-ce que je mets des pieds au sol? Non, je veux pas de pieds au sol parce que si j'ai des choses à ranger, ça peut m'encombrer. Donc j'ai fait des sortes de béquilles comme ça. Alors j'en ai mis beaucoup, j'aurais peut-être pu en mettre un petit peu moins, mais en tout cas elles sont là, donc à voir. Cette partie-là, on peut venir soit les fixer directement dans la partie des madriers, donc avec des vis, si c'est du permanent, ou si éventuellement c'est pas du permanent, on peut très bien venir imaginer mettre des sabots ici et donc ces sabots permettent de maintenir en place les béquilles. Voilà, donc là après ça veut dire que finalement tout ça se démonte et on peut laisser la place pour cultiver pleinement cet espace. Si on veut y mettre ses tomates, enfin les légumes qui sont le plus souvent attaqués par les maladies. Donc qu'est-ce qu'on pourrait voir encore? On pourrait voir effectivement, donc si jamais on décide de pas faire des fondations légères comme ce que j'ai modélisé, partir directement sur une dalle béton, c'est tout à fait possible, bien entendu. On peut partir directement sur une dalle béton et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est on n'a plus besoin des madriers. Donc là, les madriers sont enlevés. On supprime tout ce qui est fondation, on supprime aussi cette forme d'arase là, et là du coup sur cette partie là, sur le rectangle, on a des fondations. Et ces fondations, donc ça sera une dalle béton qui fera à peu près une épaisseur de 15 cm, de 12 à 15 cm, qui sera forcément ferraillée. Avant de couler la dalle béton, on aura donc fait un décaissé très important pour enlever toute la terre végétale. C'est plus de travail, donc on enlève toute la terre végétale. Après on fait du remblai avec du calcaire, de la castigne. On vient damer tout ça, c'est très important, il faut vraiment que ça soit super bien damé.
on vient mettre éventuellement une couche de sable, on vient y mettre un rupteur au niveau des éventuelles remontées d'eau par capillarité. Donc il y a quand même du boulot. Et ensuite, donc, on vient fixer les éléments, donc tous les éléments en bois des murs directement sur la partie maçonnée. Et comme on est sur des pièces de bois qui font que de 70 mm, ce qui fait une fixation très au bord, et bien dans ce cas-là, on ne va pas fixer avec tout ce qui va être cheville à expansion, parce que ça va pousser sur le béton et on risque de fragiliser parce qu'on est trop au bord. On va fixer les éléments avec des vis à béton. Donc ça va permettre de faire une genre de fixation provisoire, et ensuite, après, on viendra dans les angles maintenir les éléments avec des équerres qui seront un peu déportés du fait que on va prendre des équerres qui ont par exemple des équerres, on va prendre des équerres en 165 90, donc ça va nous repousser en fait du nu extérieur, donc la dalle de béton, et là on pourra venir fixer éventuellement avec des goujons d'ancrage ou peut-être du scellement chimique, goujons d'ancrage, donc si la dalle de béton est bien sèche, et scellement chimique si la dalle de béton n'est pas bien sèche. Donc une dalle de béton normalement c'est 21 jours de séchage. Alors avant de nous quitter, donc il reste à communiquer le dernier code, et puis je voulais en fait vous faire une petite présentation vite fait parce que ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes qui ont peut-être des projets donc de construction au ossature bois, ou soit qui veulent donc construire aussi une petite structure comme un abri de jardin, un petit peu à l'image donc du développé là au niveau de la serre. Donc site internet www.decamob.com, c'est mon site internet professionnel. Donc j'aide depuis 2012 donc les autoconstructeurs qui souhaitent autoconstruire donc leur maison à ossature bois. J'ai bien entendu des prestations qui permettent justement d'aider donc les personnes, et j'ai aussi par exemple quelque chose qui pourrait potentiellement vous intéresser si vous avez un projet donc d'autoconstruction. Il y a une boutique. Dans cette boutique il y a donc 3 catégories. 2 sont alimentées, donc les guides d'initiation à la construction à ossature bois et fabriquer et construire des petites structures en bois. Les guides d'initiation à la construction à ossature bois, on va avoir des ouvrages donc qui sont des ouvrages techniques à destination donc des débutants, ou éventuellement aussi des personnes qui sont en formation donc constructeurs bois. Donc ce sont des ouvrages techniques, comme je l'ai dit, mais fortement illustrés, qui permet en fait d'avoir une bonne acquisition des connaissances par les schémas. Donc il y a beaucoup d'illustrations. Il y a le guide donc apprendre à construire une maison à ossature bois, apprendre à construire donc une dalle en bois de rez-de-chaussée, une offre de Pâques à moins 25%, apprendre à construire une toiture terrasse, toit plat. Voilà, puis il y a le petit dernier qui vient d'arriver, donc apprendre à construire des charpentes et des planchers d'étage, donc des planchers intermédiaires, avec une super promotion dans le sens où je offre les 4 fichiers SketchUp gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a une offre donc pour le produit seul à 49 €, donc ouvrage de 178 pages. 49 € le livre seul, 99 € avec les 4 fichiers SketchUp. Là, les 4 fichiers SketchUp étant gratuits, ça vous fait l'offre le guide plus 4 fichiers SketchUp au prix de 49 €. Et ça, c'est une offre à durée limitée, non pas en date, mais uniquement valable pour les 100 premières commandes. Donc c'est quelque chose qui va partir relativement vite. Donc si jamais vous êtes potentiellement intéressé, voilà, vous savez qu'il y a une offre accessible. Et bien entendu, il faut que je vous donne forcément le code de promotion pour pouvoir bénéficier donc de cette offre qui est Decamob gratuit 2025. Alors Decamob, ça s'écrit comme ceci, D-E-C-A-M-O-B. Je répète, donc Decamob gratuit 2025. En spécifiant ce code promo, vous avez donc l'offre à 49 € au lieu de 99 €. Donc là, ce sont des illustrations. Donc vous voyez, c'est des captures du support numérique. C'est très détaillé. Et puis vous avez aussi la boutique donc fabriquer construire des structures en bois,
où là donc il va y avoir par exemple des guides complets pour donc fabriquer, construire en fait son abri de jardin. Par exemple, allons voir celui-ci. Enfin, ils sont tous en fait finalement répertoriés sur une même page, mais vous voyez, en fait, c'est quelque chose qui est quand même très très bien fourni. Les guides sont très très complets. Vous allez voir des illustrations en dessous avec différentes variantes. Donc c'est de l'ossature bois. Vous avez donc des plans de fabrication, bien entendu, tout est coté, les pièces sont numérotées avec feuilles de débit. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour autoconstruire très très sereinement donc son abri de jardin avec tout un déroulé. Toutes les étapes sont vraiment déroulées une à une. Vous êtes vraiment projeté en situation de chantier. Et après, voilà, on peut choisir le guide que l'on veut en fonction de la surface que l'on souhaite avoir pour son abri de jardin. Bien, cette vidéo se termine. Je vous donne le dernier code donc à spécifier lors de votre contact à mon adresse mail. Donc le dernier code est potager. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui est l'adresse mail donc de la chaîne. Vous pouvez la retrouver dans le descriptif de la chaîne ou sinon il s'agit de l'adresse mail, tout est attaché, le potager de pâtes @gmail.com. N'oubliez pas de mettre un objet, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre serre gratuit, par exemple. Ça va me permettre donc d'identifier les mails avec cette demande spécifique et de les traiter le plus rapidement possible. Et puis n'oubliez pas, bien sûr pour que ça fonctionne, de bien spécifier les 3 codes que je vous ai donc indiqués pendant toute la durée de cette vidéo. Les amis, je vous dis ciao, à une prochaine vidéo, et puis portez-vous bien, et encore une fois, tous mes vœux pour cette nouvelle année 2025. À bientôt, ciao, bye.